Bonjour. Euh, Bienvenue à la conférence de presse. Nous allons entendre dans un premier temps Maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières Canada, suivi de Maître Fanny Lafontaine, directrice du partenariat canadien pour la justice internationale. Vous aurez également l'occasion de visionner une vidéo témoignage de M. Ramiro Osorio Cristales, survivant du massacre de Las Dos Erres. Les allocutions seront suivies d'une période de questions réservée aux journalistes. Maître Paradis, je vous passe la parole. Merci beaucoup. En décembre 1982, une unité d'élite de l'armée guatémaltèque a massacré la communauté autochtone du village de Las Dos Erres au Guatemala. Il y avait alors un conflit interne dans ce pays d'Amérique centrale. La dictature de l'époque tente alors d'en finir en s'attaquant aux communautés suspectées à tort d'appuyer la guérilla. Las Dos Erres était en effet un paisible village autochtone maya, composé uniquement de civils. Ce village a subi, en ce mois de décembre 1982, 3 jours d'atrocités. Durant le massacre de Las Dos Erres, les membres de la troupe d'élite de l'armée guatémaltèque ont violé les femmes, torturé plusieurs des victimes et ont sauvagement assassiné pratiquement tous les habitants en les fusillant, en frappant leur tête contre des arbres, en les égorgeant ou en les frappant à coups de marteau. C'est un massacre auquel est soupçonné d'avoir participé l'ancien sous-lieutenant de l'armée guatémaltèque, Jorge Vinicio Sosa Orantes. Monsieur Sosa Orantes vit actuellement au Canada. Il est en effet citoyen canadien. C'est une citoyenneté qu'il a obtenue en mentant sur son passé, selon le gouvernement canadien. En 2009, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a jugé que l'État guatémaltèque est responsable pour le massacre de Las Dos Erres. Deux décisions des tribunaux guatémaltèques ont établi, en 2011 et en 2012, la responsabilité de 5 autres membres de l'unité d'élite de M. Sosa Orantes pour le massacre de Las Dos Erres, lesquels militaires ont été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité. Le Canada a déjà extradé M. Sosa Orantes aux États-Unis en 2012, où il a été condamné par un tribunal à 10 ans de prison parce qu'il avait menti pour obtenir sa citoyenneté américaine. Il avait en effet aussi la citoyenneté américaine. Après avoir purgé sa peine aux États-Unis, M. Sosa Orantes vient de rentrer au Canada. Des témoignages concordants dans tous ces dossiers, devant la Cour interaméricaine, devant les tribunaux guatémaltèques, devant le tribunal aux États-Unis, indiquent que M. Sosa Orantes était présent à Las Dos Erres et que non seulement il a participé au massacre, mais qu'il a dirigé une partie des opérations. C'est lui qui aurait, entre autres, ordonné qu'on jette des victimes dans un puits, où il aurait ensuite lui-même tiré à la mitraillette et lancé une grenade pour s'assurer que tout le monde était mort. Avocats sans frontières a été très active dans ces dossiers devant la Cour interaméricaine et devant les tribunaux guatémaltèques en appuyant l'association des familles des victimes du massacre ainsi que leurs représentants juridiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être à nouveau à leur côté et avec l'un des 2 seuls survivants du massacre qui est aujourd'hui citoyen canadien et qui demande à ce que justice soit faite. Ramiro Osorio Cristales s'est réfugié ici au Canada il y a un peu plus de 20 ans après avoir vécu l'enfer aux mains d'un des soldats de l'unité spéciale responsable du massacre. On l'entendra d'ailleurs tout à l'heure. Depuis 2017, M. Sosa Orantes fait face à une procédure de révocation de sa citoyenneté canadienne qui a été entamée par le gouvernement du Canada devant la Cour fédérale. Toutefois, en se contentant d'une telle procédure, le Canada ne touche pas le cœur de l'affaire, soit la responsabilité de M. Sosa Orantes dans la perpétration du massacre de Las Dos Erres. La question qui se pose dans la procédure actuelle devant la Cour fédérale est en effet, M. Sosa Orantes a-t-il menti pour obtenir sa citoyenneté canadienne? Mais il y a là un risque que justice ne soit jamais rendue, parce que la question la plus importante, c'est plutôt M. Sosa Orantes est-il responsable, est-il coupable de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité? La demande de révocation de citoyenneté de M. Sosa Orantes, présentée par le gouvernement canadien, est elle-même basée sur des allégations de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pourquoi alors ne pas poursuivre M. Sosa Orantes pour de tels crimes? Au Canada, la loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre
permet en fait au Canada d'engager des poursuites criminelles contre M. Sosa Orantes. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Elle peut être utilisée lorsque l'auteur présumé d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité qui a été perpétré dans un autre pays, comme par exemple le massacre de Las Dos Erres, se trouve présent au Canada. Plusieurs pays à travers le monde utilisent la compétence universelle pour s'assurer que la justice soit rendue pour les crimes les plus graves. Même si le Canada a ce pouvoir de lutter contre l'impunité, dans les dernières années, il s'en est remis uniquement à des mesures en matière de citoyenneté et d'immigration, la révocation de la citoyenneté, comme dans le cas de M. Sosa Orantes. Mais ce faisant, le Canada ne satisfait pas ses obligations en vertu du droit international de lutter contre l'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans le présent cas, par exemple, il y a un risque important que la procédure de révocation de citoyenneté dure des années, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans dans certains cas. Et même si elle réussissait, cette procédure de révocation de la citoyenneté, et que M. Sosa Orantes était expulsé, il y a un risque très sérieux qu'il ne soit jamais jugé au Guatemala ni ailleurs. Le Guatemala considère actuellement une loi d'amnistie qui empêcherait tout procès de ce type d'avoir lieu. Avocats sans frontières a beaucoup travaillé avec le programme canadien sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans le dossier de M. Sosa Orantes. Nous avons fourni des documents, des éléments de preuve. Nous avons mis le programme en contact avec plusieurs intervenants au Guatemala. Nous avons fait venir au Canada l'avocat des victimes du massacre. Mais malheureusement, ça n'a rien donné jusqu'à maintenant. Le dossier de M. Sosa Orantes est pourtant une opportunité pour le Canada de démontrer son engagement à lutter contre l'impunité dans des cas de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le Canada ne veut pas et ne doit pas devenir un refuge pour les criminels du monde. Et les Canadiens veulent-ils qu'un criminel de guerre soit leur voisin et que le Canada ait comme politique de ne pas le poursuivre? Poser la question, c'est y répondre. En conséquence, Avocats sans frontières demande au gouvernement du Canada de poursuivre M. Sosa Orantes pour les crimes extrêmement graves qu'il est soupçonné d'avoir commis. Et on demande aussi au Canada de prendre ses responsabilités face aux présumés criminels de guerre qui se trouvent au Canada en activant son programme sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et justement, à ce sujet, je passe la parole à ma collègue Fanny Lafontaine. Merci Pascal. Bonjour tout le monde. Avocats sans frontières fait partie du partenariat canadien sur la justice internationale qui regroupe des chercheurs universitaires à travers le Canada et des ONG qui luttons ensemble pour renforcer l'État de droit et renforcer le rôle du Canada sur la scène internationale dans la lutte contre l'impunité et la protection des droits fondamentaux. Le dossier de M. Sosa Orantes, dont Pascal vient de faire état, représente exactement le rôle que le Canada peut jouer sur la scène internationale pour renforcer la protection des droits de la personne. Pascal a parlé de la loi canadienne sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le Canada a adopté cette loi en l'an 2000, après avoir, pendant des années, depuis le milieu des années 80, le Canada avait, dans son code criminel, la possibilité de poursuivre des criminels de guerre qui se trouvaient ici, des criminels de guerre nazis, par exemple, et c'est extrêmement difficile de le faire. Lorsque la Cour pénale internationale a été créée, le Canada était à l'avant-plan du système international pour lutter contre les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, a été le premier à adopter une loi extrêmement bien faite, extrêmement puissante, qui permet au Canada de jouer le rôle qui lui revient sur la scène internationale. De quel rôle je parle? De celui-ci. Le système de lutte contre l'impunité repose essentiellement sur les États. Oui, il y a des tribunaux internationaux, mais les tribunaux internationaux sont loin, ils sont peu financés, ils seront capables de poursuivre certains individus, mais très peu d'entre eux. Donc, tout le système repose essentiellement sur les 193 États du monde, dont le Canada, qui, lorsqu'un criminel de guerre, un génocidaire se trouve sur leur territoire, doivent utiliser leurs lois pour poursuivre ces individus pour que justice soit faite pour les victimes. Ce dossier de M. Sosa Orantes représente exactement cette opportunité pour le Canada. Le Canada a une loi depuis l'année 2000, donc, qui maintenant est extrêmement bien faite et permet au Canada donc de jouer ce rôle-là, mais le Canada ne le fait pas. Depuis l'année 2000, donc l'adoption de la loi, le Canada a poursuivi seulement 2 individus liés au génocide contre les Tutsis au Rwanda et a expulsé du Canada en vertu des lois d'immigration des centaines d'individus sans garantie que justice puisse être faite pour leur implication dans les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est un problème immense parce que les mesures d'immigration ne donnent pas aux victimes la justice qu'elles méritent.
C'est pas facile de poursuivre un criminel de guerre qui a commis, ou un criminel comme M. Sosa Orantes, qui aurait commis des crimes dans les années 80 très loin. Mais lorsque le Canada, comme dans le cas de M. Sosa Orantes, dispose de la preuve nécessaire, les raisons de ne pas le poursuivre ne devraient pas être celles qui sont normalement le cas ici, c'est-à-dire le manque de volonté politique et le manque d'argent. Le programme sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre dispose d'un financement qui n'a pas bougé depuis sa création au début des années 2000, soit 18 millions par année. Et ce montant comprend donc les montants qui sont attribués aux agents d'immigration pour prévenir l'entrée des criminels de guerre ici, etc. C'est un montant qui est risible. Un procès pour crime contre l'humanité ne devrait pas, lorsqu'on a la preuve, être limité à des questions financières. Donc, le programme sur les crimes contre l'humanité et la loi sur les crimes contre l'humanité doivent avoir le financement nécessaire pour que le Canada puisse jouer son rôle sur la scène internationale. L'Allemagne, la France, les pays nordiques, le Sénégal, ce sont des pays qui utilisent leurs lois pour justement s'assurer que justice soit faite pour les criminels de guerre qui se trouvent sur leur territoire. Dans l'année 2020, on parle de plus de 25-30 procès qui ont été entrepris sur la compétence universelle. Le Canada fait piètre figure à l'échelle internationale. Avocats sans frontières et le Partenariat canadien pour la justice internationale étudient et travaillent avec le programme sur les crimes contre l'humanité depuis sa création. Et on constate la faiblesse de ce programme, la faiblesse non pas des gens qui le composent, mais la faiblesse de la volonté politique qui vient avec ça pour justement lui donner les moyens de faire son travail. Le programme manque de transparence, n'est pas financé et ne fait pas son travail pour poursuivre les criminels de guerre sur le territoire. C'est un sujet extrêmement important qui revient sur l'actualité parce que les criminels de guerre qui se promènent ici au Canada vont refaire surface. C'est le cas de M. Sosa Orantes. Ce dossier, comme Pascal le dit, représente l'occasion pour le Canada de redonner à son programme sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les moyens réels de faire que le Canada puisse réellement participer à la lutte contre l'impunité à l'échelle internationale, et c'est le moment de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fanny Lafontaine. Et maintenant, on va attendre le principal intéressé. Donc, comme on le disait, M. Ramiro Osorio Cristales est l'un des 2 seuls survivants du massacre. Il était à l'époque un jeune enfant et il a préparé un message sur vidéo que nous allons vous présenter à l'instant. My name is Ramiro Osorio Cristales, and I'm a survivor from the massacre of the Dos Eres in Guatemala. To punish the person who killed my family, destroyed my life as a kid, and to see justice for me is like a freedom. They have family, they have kids too, but they have to pay. They have to pay the consequences. I can't forget. I cannot forget what happened. Even my kids, they ask me about grandparents from my side, and I have to tell them. Well, my daughter, especially, she understand more. And my oldest boy, he understand, but my little one, he already start asking about the grandparents about my side. So it's hard for me to explain them what happened. And honestly, it broke my heart. So I can still. They destroy my life
took away my parents, for me, justice is to taking away from me the weight I have on my shoulders. He can be in jail here. Because if we send him to Guatemala, like I said, we don't know if we get justice over there. It's like the Guatemala justice doesn't exist. If the Guatemala decide to free them, so there will be like a slap in the face, if they do that in Guatemala. That's the thing. That's why I want SOSA to pay here in Canada. The reason I'm alive is for one purpose. I am the voice of the people who doesn't exist anymore, to raise my voice for justice. And I want all the people from Canada to know what happened in Guatemala and to help me to never happen again. Merci beaucoup à vous deux pour vos allocutions. Merci aussi à M. Cristales pour ce touchant témoignage. Nous allons prendre quelques questions de la part des journalistes présents, mais avant, juste quelques consignes. Considérant l'interprétation, je demanderai aux journalistes qui voudront poser des questions de vous mettre sur le canal dans la langue dans laquelle vous allez intervenir. Donc, si vous voulez poser une question en français, vous mettre dans le canal français. Également, pour rendre la vie la plus facile possible à notre interprète, je commencerai par prendre les questions en français et je prendrai celles en anglais par la suite. Finalement, je vous demanderai de lever votre petite main virtuelle et vous pourrez vous nommer à ce moment-là et nommer le média que vous représentez lorsque je vous aurai donné la parole. Alors, est-ce que nous avons des petites mains virtuelles qui apparaîtront? Madame Gervais, c'est à vous la parole. Oui, bonjour, merci. Je ne sais pas si je suis dans le bon canal. En tout cas, je vais parler en français, je peux aussi parler en anglais. Je vous remercie beaucoup. J'en comprends donc que c'est un appel vraiment très, très fort et senti à ce que ça bouge là, sur le plan politique, donc au gouvernement fédéral, pour qu'il s'attarde en fait à tenter un procès contre M. Sosa Orantes et non pas seulement le procès devant la Cour fédérale pour révoquer sa citoyenneté. C'en est où le procès sur la citoyenneté, de un? Et de deux, je lisais que récemment, il y a aux États-Unis, il y a peut-être un mois, il y a une des personnes aussi soupçonnées ou accusées d'avoir participé au même massacre qui a été jugée. Donc, je veux savoir si ça c'est des munitions pour vous aussi dans votre plaidoyer. Maître Paradis, je pense que vous pouvez commencer. Merci pour la question. Alors, oui, c'est un appel très fort au gouvernement canadien, d'abord dans ce dossier-ci, parce que c'est un dossier qui dure depuis longtemps. Et là, il y a une personne soupçonnée de crimes extrêmement graves qui est libre au Canada. Et donc, il y a plusieurs dossiers concordants, c'est rare. Là, il y a des décisions d'une cour interaméricaine, de tribunaux américains, vous l'avez mentionné, là, il y a des cas aux États-Unis sur le même massacre. Il y a eu des tribunaux guatémaltèques qui se sont prononcés. Là, il y a des preuves très fortes contre M. Sosa Orantes qui aurait commis des crimes très graves. Et là, il est en liberté au Canada. Et ça fait des années qu'on travaille avec le programme sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité pour qu'il y ait des procédures qui soient entreprises, et ce n'est pas le cas. Où en est la procédure de révocation de citoyenneté? Elle a été entamée en 2017 devant la Cour fédérale, donc ça fait déjà un certain temps. Nous sommes observateurs au procès ou aux procédures. On n'est pas rendu, là, les débats sur le fond n'ont même pas encore commencé, on a des questions de procédure et c'est ça le problème. Généralement, ça prend beaucoup de temps et pendant ce temps-là, l'impunité perdure. Parce que là, la question qu'on se pose dans cette procédure-là, c'est est-ce qu'il a obtenu sa citoyenneté canadienne
sous de faux prétextes, on ne se pose pas la question de sa responsabilité dans la commission du massacre. Et en bout de ligne, on risquerait de le renvoyer du Canada. Et là, ailleurs, on ne sait pas s'il va y avoir un procès. Même les chances sont bonnes actuellement qu'il n'y ait pas de procès. Donc, de manière générale, Avocats sans frontières, avec le Partenariat canadien pour la justice internationale, on dit que là, il y a aussi une question encore plus large. Il y a ce dossier-là qui est une illustration absolument saisissante des problèmes du programme, là, parce que si quelqu'un qui aurait participé à la perpétration d'un massacre avec des preuves, non seulement à la perpétration, mais qu'il aurait participé à le diriger, puis là, il y a des preuves qui sont sorties, comme vous le dites, dans des procès aux États-Unis, puis au Guatemala, puis devant un tribunal international, ce n'est pas suffisant pour que le Canada active sa loi sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Quand est-ce que ça va être suffisant? Donc là, il y a une politique générale. C'est qu'est-ce qui se passe avec notre programme au Canada? Qu'est-ce qui se passe dans les autres cas où il y a des criminels de guerre présumés qui sont dans les rues du Canada? Est-ce qu'à chaque fois, on va simplement aller avec la procédure de révocation ou on va activer notre programme puis on va satisfaire à notre devoir de lutter contre l'impunité? C'est ça la question qui se pose aussi aujourd'hui. J'aurais peut-être juste une petite sous-question. Je ne veux pas du tout monopoliser. Oui, pas de problème. Pas de problème, allez-y. Merci. Selon vous, comment se fait-il, parce que je vois que depuis 2000 à peu près, c'est ça, c'est seulement deux personnes, le Canada aurait utilisé sa loi là, dans le cas de 2 personnes. Qu'est-ce qui, selon vous, comment vous vous expliquez l'inaction du Canada, sachant que, comme on le laissait supposer tout à l'heure, sa loi est très bonne, qui a été un des premiers à réagir, qui a été très prompt. Comment se fait-il que, à votre avis, qu'il hésite comme ça à aller de l'avant avec un réel procès là, pour crime contre l'humanité? Je vais peut-être commencer et puis Fanny, je t'invite à compléter parce qu'évidemment, le partenariat canadien dont nous faisons partie là, se penche beaucoup sur ces questions-là, mais je dirais que la clé, c'est la volonté. Il faut une volonté, il faut une réelle volonté politique d'avoir un programme qui est actif et dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Les crimes contre l'humanité, là, le nom le dit, c'est que c'est tellement grave que ça nous concerne toutes et tous. Donc, il faut cette volonté politique, et cette volonté politique, elle doit se traduire par des moyens. Il faut donner au programme les moyens d'agir, et ma collègue Fanny le disait tout à l'heure, il y a un problème de budget. Il y a aussi dans le fonctionnement. Là. Donc, nous, on est en dialogue avec le programme depuis longtemps sur ce dossier-là. Et on sent les problèmes dans la mécanique aussi de fonctionnement du programme où c'est difficile. On comprend que c'est difficile. On comprend qu'il y a des questions de confidentialité. Mais à un moment donné, notre objectif et notre intention, ça doit être réellement de lutter contre l'impunité. Alors, Fanny, je te laisserai continuer. Merci, Mme Gervais. C'est vraiment des bonnes questions. Pascal a répondu à l'essentiel, mais en fait, j'aurais envie de vous demander, poser la question au gouvernement. C'est parce que c'est un des enjeux qui s'est souvent posé. Nous, on travaille sur ça depuis des années. On observe le manque de financement chronique. En fait, il n'y a pas d'intérêt politique pour ces questions-là parce qu'il y a peu d'attention d'habitude publique qui va sur ces enjeux-là. Hein, ça ne gagne pas des votes. Sauf quand un dossier comme M. Sosa Cervantes arrive, parce que là, les gens se rendent compte de la gravité de la situation et de l'importance pour que le Canada puisse faire les choses. Rappelez-vous, quand M. Mugesera, qui avait été accusé d'avoir incité au génocide au Rwanda, se promenait dans les rues de Québec. Les journalistes étaient là-dessus, le public était scandalisé. Et là, il y avait de la pression sur le programme sur les crimes contre l'humanité, sur le gouvernement fédéral. Mais sinon, évidemment, les gens ont d'autres priorités, l'éducation, etc. Mais cette question-là va revenir. Donc, j'aimerais ça que le gouvernement puisse expliquer pourquoi, après avoir mis en place un programme comme celui-là, qui, sur papier, est extrêmement fort, est devenu un programme fantôme. Littéralement. C'est un programme qui est absent. Si vous allez sur le site Internet du programme, vous allez voir, il y a à peu près 2 informations, on dirait un site d'école secondaire, et ce n'est pas une blague. Donc, c'est vraiment c'est un programme fantôme qui est sous-financé, qui n'existe pas. Et la raison, le gouvernement, à mon avis, devrait s'expliquer. Parce que de notre part, comme Pascal le dit, c'est un manque de volonté politique, mais il va falloir que le gouvernement s'explique parce que carrément, on fait piètre figure à l'échelle internationale et ça commence à se dire. L'Allemagne a ouvert un minimum d'une dizaine de procès cette année pour des criminels de guerre, notamment syriens. Le Canada ne peut plus se vanter d'être un champion. Il va falloir qu'il explique
comment il peut agir dans le dossier de M. Sosa Orantes face à des crimes de cette nature-là, face à la possibilité d'injustice absolument très importante. Et je pense que c'est vraiment l'occasion pour lui poser la question. Merci. Madame Rousseau, je vous invite à poser votre question. Oui, merci. Je travaille pour Radio-Canada en Alberta et nous, on a eu l'information donc que M. Sosa Orantes était en Alberta. Puis je me demandais si vous pouvez confirmer ça, puis peut-être nous dire s'il habite, dans quelle ville en fait il habite. Puis peut-être en deuxième question aussi, là, vous faites vraiment un appel au gouvernement fédéral, mais est-ce que vous demandez aussi quelque chose à la province de l'Alberta, au gouvernement là, ici? Donc, actuellement, nous ne pouvons confirmer le lieu de résidence de M. Sosa Orantes. À l'époque, parce que comme on vous l'a indiqué, c'est un dossier qui revient malheureusement dans l'actualité. Et donc, à l'époque, on savait qu'il était un résident, qu'il était domicilié en Alberta. Maintenant, nous ne savons pas où il réside, où il est domicilié. Voilà, selon les informations qu'on a, il serait dans l'Ouest canadien, mais on n'en sait pas plus. Et oui, notre demande, Madame, est adressée au gouvernement fédéral parce que c'est vraiment le gouvernement fédéral qui a compétence, qui a juridiction dans ces matières-là. C'est lui donc qui est responsable du programme canadien sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est lui qui est responsable de déterminer si on peut intenter des poursuites ou non. C'est lui qui est responsable de la procédure actuelle d'évocation de citoyenneté. Évidemment, il y a une question de collaboration avec les autorités de la province où se trouve M. Sosa Orantes, c'est évident, mais le gouvernement qui peut activer les processus qu'on demande à être activés, c'est le gouvernement fédéral. Et puis, vous dites qu'actuellement, vous ne savez pas où il est, que donc la période où il était en Alberta, ça remonte à il y a quelques années. Est-ce que vous savez vers quelle période, quand est-ce qu'il aurait été en Alberta? Donc, à l'époque, c'est il y a 10 ans. Donc, la première résurgence du dossier Sosa Orantes, parce qu'il a été donc extradé une première fois par le Canada vers les États-Unis. Donc, parce qu'il a passé par les États-Unis dans les années 80. Il avait fait une demande de citoyenneté américaine à l'époque, qu'il a obtenue. Et donc, c'est pour ça que les autorités américaines demandaient son extradition pour qu'il soit jugé pour avoir menti aux autorités des États-Unis pour obtenir sa citoyenneté. Donc, le Canada l'a extradé une première fois il y a 10 ans. Et donc, à l'époque, M. Sosa Orantes était domicilié en Alberta. Merci. Madame Gervais? Oui, excusez-moi, une petite question technique. Donc, en ce moment, si on veut, la révocation de la citoyenneté, c'est devant la Cour fédérale. Donc, c'est quelque chose c'est le ministère de l'Immigration. Puis là, vous, dans le fond, quand vous dites on appelle le gouvernement fédéral à agir pour vraiment qu'il y ait un procès pour crime contre l'humanité, là, vous en appelez. Là, c'est le ministère de la Justice à ce moment-là, juste pour différencier. C'est bien ça? Exact. Donc, en matière de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, l'institution clé actuellement, c'est le programme canadien sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il y a une implication, évidemment, de la GRC dans la partie de l'enquête, mais sur la détermination, donc, de l'analyse du dossier, c'est le programme qui ensuite fait ses recommandations au procureur général pour intenter des poursuites. Donc, c'est à eux qu'on s'adresse sur la partie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Tu me permets, Pascal, je vais juste compléter, en fait, juste pour préciser, le programme dont on parle, en fait, c'est un programme intergouvernemental, donc c'est fédéral. Il y a effectivement la GRC et les autorités d'immigration et le ministère de la Justice. Donc, juste pour préciser, parce que votre question était là-dessus. Et donc, ensemble, déterminent les procédures qui doivent être intentées lorsque, justement, il y a des allégations d'implication dans les crimes internationaux. Et c'est là où il y a un problème. En fait, le ministère de la Justice, donc l'aspect plus pénal de l'affaire, est absolument absent. Et donc, c'est le procureur général du Canada, donc le ministre de la Justice, mais évidemment, c'est le département des procureurs qui peut autoriser une poursuite, mais le ministère de l'Immigration fait partie du programme contre l'humanité. Donc, l'idée vraiment ici, c'est d'appeler le programme à faire en sorte que l'option de poursuite pénale en soit une, pour qu'éventuellement le procureur général puisse autoriser une poursuite. Mais donc, c'est tout un ensemble de choses. On a un criminel de guerre ici,
on voit l'enquête, les autorités d'immigration, les autorités de la justice se parlent, on voit la meilleure option à utiliser et on y va. Mais le problème, je le répète, c'est que les meilleures options à utiliser semblent être uniquement les options en matière d'immigration et les options pénales sont carrément hors de portée depuis le début du programme ou presque. Et ça a été documenté par des évaluations du programme sur les crimes contre l'humanité, etc. Donc, quand on parle au programme sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, on parle à la fois aux autorités d'immigration et aux autorités de justice pour qu'ensemble, ils mettent l'option de justice pénale à l'avant et que ce soit une réelle option et que dans le cas de M. Sosa Orantes, alors qu'on a de la preuve, alors qu'il n'y a pas de chance de justice au Guatemala ou ailleurs, que l'option pénale est la seule option pour le Canada et devrait être utilisée contrairement à ce qui est fait de façon générale dans les dossiers de cette nature. Merci, c'est très clair, j'imagine. Est-ce que Sécurité publique est là pour éventuellement peut-être une mesure de renvoi ou quelque chose comme ça, ou une extradition? Non, la sécurité publique n'est pas comme telle impliquée. C'est vraiment les autorités d'immigration, à moins qu'il y ait des questions de sécurité, par exemple. Mais dans les cas de criminels de guerre qui ont commis des crimes dans les années 80, il y a normalement plus de risques pour le Canada. Donc, c'est vraiment immigration, justice, GRC. Mais comme on vous dit, sur les 15 millions qui sont dédiés au programme, la large majorité de l'argent va en matière d'immigration pour prévenir l'entrée des criminels de guerre ici. Ça, c'est très bien. On ne veut pas qu'ils viennent ici. Mais une fois qu'ils sont ici, on utilise uniquement les mesures d'immigration. Et c'est un grave problème. Parce qu'un procès, vous savez, vous couvrez la justice, un procès, ça coûte cher. Mais si on ne donne que 15 millions, il n'y a pas assez d'argent pour faire de procès, donc il n'y en aura jamais. Donc, quand on parle de volonté politique, c'est très lié aux enjeux financiers. On doit donner les moyens pour poursuivre aux criminels lorsqu'on a la preuve des personnes qui sont entrées sur notre territoire et qui ont participé à des atrocités. Et c'est loin d'être le cas. À l'heure actuelle, l'option pénale n'est pas une option parce qu'il n'y a pas d'argent. Et ça, c'est risible à l'échelle internationale. Le financement ne suit pas l'importance des responsabilités du Canada à cet égard-là sur la scène internationale. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être laisser une opportunité, peut-être une ou deux questions en anglais. Si je regarde rapidement, on a M. Serban. Oui. Yes. I am that Mr. Sosa Orantes, he faces charges in several other countries. Why is it so important for Canada to act on this? Why not, say, encourage him to be deported to Spain, where he's also been charged, or Guatemala? So, Amelia, I'm taking it. Oui, désolé. Oui. Okay. Thank you for the question. This is a very emblematic case. There is evidence presented against Mr. Sosa Orantes in court cases at the inter-American level, in Guatemala, in the United States, evidence indicating that he did participate and was one of the leaders of a massacre in Guatemala, during which more than 200 civilians were brutally tortured, raped, and killed. He is in Canada, and the only option we're considering, the Canadian government is presently considering, is extradition or expulsion. There is a law in Canada to make sure that Canada does not become a safe haven for war criminals. And this is why it's important. Is it something that we want, that Canada be considered by war criminals as a safe haven and that they come here for quiet retirement days? That's not what we want. Canadians have to be informed that Mr. Sosa Orantes had such brutal crimes been committed in Canada, would be in jail presently for Canadian safety. And now he lives freely in Canada. He's the neighbor of some people listening to us today. So it's a question of safety, and Canadians, they don't want to have a war criminal as a neighbor. And
think or believe or know that Canada has as a policy not to file criminal charges against a person such as Mr. Sosa Orantes. So that's why it's important. It's a very illustrative case, very emblematic case. And also, many people were killed, more than 200, 2 survivors, including a young kid, 5 years old at the time, who survived. And then he came to Canada, and now he's a Canadian citizen, and he lives here. He's a fellow Canadian, and he's asking the Canadian government for justice. So that's why it's important to Canadians. It's not just a matter of international policy. It is a matter of international policy and Canada's international standing, because we do have obligations. We did sign treaties. We have obligations to work to fight impunity. And it's important for Mr. Cristales. It's important to Canadians. If I may, Pascal and Jacob, if I may just add one thing. A war criminal who's at large like this is a hot potato for states. Nobody really wants to do anything. He's here. Nobody's asked for him. If there was an actual request from Guatemala, from Spain, then yeah, we could talk which country is best placed to prosecute him. But at current, this is not a real question. I mean, this is not a real issue. Nobody's asked for him. He's here. He's a Canadian citizen, and he's committed horrible crimes for which we have every tool to prosecute him. So that's really directly an answer to your question. There is no other request. There was perhaps in the past, there's none now. And we have the tools, we have the man, we have a victim, as Pascal said, and that's why we need to take up our responsibility to do what our international obligations tell us to do. Thank you. If I may just ask a second question. The Canadian government in the immigration proceedings has said they believe he took an active role in this massacre, that he ordered other soldiers to participate in these killings, that he actively participated in them. Do you see a disconnect between sort of the way Canada speaks in this immigration hearing versus sort of the lack of action in a criminal proceeding? And how likely do you think it is that Canada will in fact file charges? Exactly. The answer is in the question. So the immigration case is based on allegations of war crimes and crimes against humanity. The very proceedings filed by Canada against Mr. Sosa Orantes to deprive him of his citizenship are based on such allegations. So why Canada is not using the same allegations to file criminal charges is the question. And Canada has to answer to that question. So if we think as a government, if Canada thinks that Mr. Sosa Orantes is responsible for such crimes, rape, torture, brutally, savagely killing babies, children, women, men, why? And now he's a Canadian and he lives in Canada. He's here in our streets in Canada. Why is it that the only avenue we're considering is the immigration proceeding, which takes a long time? We have many examples, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, the time to quietly end your days in retirement in Canada, in proceedings, long proceedings and appeals and motions and so on. So Canada has to take a stance and say, okay, you want to stay here? So then we'll fight criminal charges against you. So that's the question. The very evidence presented by Canada is to the effect that he's responsible for war crimes and crimes against humanity. They should be used in the criminal proceeding. Merci beaucoup. J'aurais tendance à donner une dernière chance à nos collègues journalistes pour voir si on a une dernière question pour compléter. Est-ce qu'il y a une dernière main virtuelle qui apparaîtra?
Sinon, je vous remercie pour votre présence. Merci, Maître Paradis, Maître Lafontaine. Évidemment, un merci tout spécial à M. Cristales. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour tout le monde. Merci. Merci. Thank you so much. Merci.